Cette semaine, direction l'ouest du département des Vosges, à la découverte d'un village situé à la frontière avec la Haute-Marne. La commune, qui compte une petite centaine d'habitants, est traversée par le Mouzon. Nous partons découvrir Robécourt. Rencontre avec Mathias Frey, qui nous accueille sur son exploitation et dans son magasin où nous trouvons glaces, fromages et légumes. En fin d'émission, Michel Barré nous fera découvrir un incontournable dans le village, l'ancienne fonderie des Cloches. Mais pour débuter, nous sommes avec vous. Régine Thomas, vous êtes maire depuis 20 ans maintenant de la commune de Robécourt. Oui. Après 20 ans, est-ce qu'on a toujours envie, est-ce qu'on est toujours motivé pour diriger Robécourt? C'est-à-dire une fois on met le pied dans cet engrenage, disons, on aime ou on n'aime pas. Et moi, je me suis prise au jeu, je me suis reposé la question l'année dernière. Arrêter? Pourquoi? Je me sens encore la force. Et donc j'ai continué, j'ai été réélue. Comment vous décririez votre village aujourd'hui? Est-ce qu'il a évolué en 20 ans? Disons, au niveau de la population, il a évolué. Parce que nous avons beaucoup plus de retraités, nous avons beaucoup moins d'agriculteurs. Il nous reste que 2 GAEC, la GAEC de la Fenser et la GAEC de la Garenne, et un berger. Donc nous n'avons plus ces petites agricoles, ces petites exploitations agricoles de 2-3 vaches comme au début. Bon, c'est différent, mais c'est toujours Robécourt. Donc ça va chez vous à Robécourt? Voilà, enfin oui, on peut dire que ça va, mais bon, il y a encore des choses à améliorer. On aimerait améliorer beaucoup de choses, mais le problème est que nous n'avons pas les revenus derrière. C'est difficile de continuer à avoir des revenus, des budgets quand on est une petite commune de 100 habitants? Oui, c'est très difficile parce que nous, nous avons une zone artisanale où il y a quand même un métallier, un plombier, un électricien. On a un petit commerce qui a fait des pots de pain, qui a de l'épicerie et tout ça, c'est très bien. Mais les personnes vont à l'extérieur quand même. Ils prennent leur voiture, ils vont au supermarché et ça gâche un peu tout. Pour les revenus, on a la sortie autoroute qui nous ramène quand même, qui rapporte quand même de l'argent. Mais je trouve que nous, on était plus riches avant. Je parle des revenus de la commune, c'était beaucoup mieux. Et puis la forêt qui a aussi... voilà, notre forêt qui actuellement est en crise aussi, les hêtres qui sont malades, les frênes également, les résineux qui dessèchent. Et en fait, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on nous aide un peu plus, les petits villages, qu'on les aide, pas qu'on fasse semblant de les aider. On n'arrive pas à se faire entendre au niveau de la communauté de communes quand on est un petit village? Ce mandat-ci, oui. Le mandat précédent, j'avais l'impression d'être un petit peu mise de côté. Bon, là maintenant, avec la nouvelle direction, c'est mieux. Ils nous écoutent et je pense que ça va aller de mieux en mieux. De portes ouvertes peut-être pour d'autres projets. Justement, vous avez un projet que vous aimeriez bien mettre en place à Robécourt? Nous aimerions donc faire comme beaucoup de villages, enfouir tous les réseaux, faire l'assainissement, enfouir l'électricité et tout. Mais en réfléchissant bien, je ne sais pas si ça va être possible, car c'est des millions d'euros. Et comment les trouver, ça va être compliqué. Affaire à suivre donc pour ce projet en tout cas. Merci Régine Thomas de nous avoir accueillis ici à Robécourt. Nous continuons notre découverte du village, direction la ferme de la Garenne. Diplômé du lycée agricole de Mirecourt, Mathias Frey a rejoint la ferme familiale en 2009 pour élever son troupeau de vaches. Aujourd'hui, il s'est agrandi, du fromage, des glaces et des légumes complètent sa production entièrement bio. Mathias, merci de nous accueillir ici à la ferme de la Garenne. Alors, vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, vous êtes passé par le lycée agricole de Mirecourt, je le disais. Finalement, votre installation, c'était une évidence, une suite logique. Oui, et puis surtout, j'avais une opportunité, le voisin qui arrêtait, alors j'ai pu m'installer pour agrandir la ferme familiale. Ouais. Vous avez toujours été baigné dedans, j'imagine, dans ce monde agricole? Toutes mes vacances scolaires, je les passais sur la ferme à aider mes parents sur les tracteurs et tout. Donc en 2009, vous vous installez, je le disais, et très rapidement en agriculture biologique. Pourquoi? Déjà, on est convaincu par ça. Les produits chimiques, on se méfie toujours un peu, on ne sait pas trop. Et on aime bien le naturel, bien s'alimenter. Et le but, c'est de proposer à tout le monde des produits sains et de la région. On sent depuis plusieurs années maintenant cette montée en puissance du bio, que ce soit à la fois du côté des consommateurs ou des agriculteurs. Est-ce que c'est une tendance qui perdure encore aujourd'hui? Oui, elle perdure, même si elle a perdu un peu de son élan ces dernières années. Est-ce que c'est la crise ou pas? On ne sait pas, mais
ouais, on a toujours, on le sent quand même, surtout le local, je pense qu'il y a le fait de savoir d'où viennent les produits. Alors est-ce que aussi, on sent que ça s'essouffle, vous le disiez, il y a une petite berre d'élan, on ne sait pas si c'est la crise. Est-ce que c'est aussi peut-être parce qu'il y a beaucoup plus d'offres finalement de bio, hein, et beaucoup plus de personnes qui se sont converties? Oui, il y a eu beaucoup de conversions dues à des soutiens de l'Union européenne et ça a un peu noyé le marché. Ouais. On s'y retrouve plus forcément en bio. En tout cas, vous proposez uniquement des produits bio, c'est dans vos convictions. Vous avez décidé aussi de produire ensuite du fromage, des glaces, des légumes. C'est finalement une production presque complète, j'ai envie de dire, ici à la ferme de la Garenne. On part du principe qu'un client, s'il se déplace, il veut trouver un peu de tout. Il ne veut pas faire 36 fermes pour avoir tout ce qu'il veut. Et le but, c'est d'avoir une large gamme pour quand on se déplace, on y trouve tout. C'est pour ça aussi qu'on vend des produits complémentaires des voisins qui sont en bio ici. Et tout est produit localement sur la ferme, quoi. Les glaces, le fromage, comment ça s'est passé finalement cet agrandissement? L'idée de la transformation des produits laitiers était déjà là avant. Et en 2017, quand mon frère s'est installé avec nous, on a profité de l'occasion de faire un magasin et un local de transfo. Pas facile, j'imagine, d'être sur tous les fronts. C'est une organisation millimétrée. Vous avez beaucoup de vaches. Un troupeau de combien de vaches d'ailleurs? Des vaches laitières, on en a 70-80 et au total, on a 350 bêtes. Ça fait beaucoup de travail au quotidien. Comment on fait pour tout organiser? C'est une organisation peut-être millimétrée? Ouais, des fois c'est pas facile, on fait des heures sup et puis ouais, on répartit les tâches, quoi. Aujourd'hui, vous êtes combien à travailler à la ferme de la Garenne? On est 3 associés et 3 salariés et puis des saisonniers un peu. Alors un bilan peut-être de cette saison, alors on a tout connu, hein, du côté des légumes, le mildiou avec les tomates notamment, l'eau en abondance, habituellement on parle de la sécheresse, cette année on a parlé de l'eau. Quel est le constat que vous faites ici à la ferme de la Garenne? Comment ça s'est passé pour vous? Alors cette année, au niveau de l'herbe, c'est plutôt une année très bonne. On a eu de la chance, on a évité les gros orages, les grêles, les inondations. Et au niveau des légumes, on a un peu eu des pertes dues à l'excès d'eau. Vous avez un magasin donc maintenant ici à la ferme. Vous vendez d'ailleurs majoritairement ici dans le magasin, quelques marchés, quelques magasins de producteurs pour compléter, notamment en termes pour la glace, hein, qui est vendue dans des magasins de producteurs. Quel est le public qui vient ici à votre rencontre? Quels sont les clients? Alors ici, on a beaucoup de retraités, hein, on a des gens du village et aussi des personnes de maisons secondaires, des vacanciers, beaucoup de vacanciers. Pendant le juillet-août, on a beaucoup de... Notamment pendant l'été, on remarque cet afflux de touristes. Qu'est-ce que vous vendez comme produit alors en termes de fromage, hein, plusieurs variétés? Ouais, en fromage, on essaie d'avoir une large gamme comme pour les légumes, pour tout. On a un airain, on a la tranche, on a le fermier, on a le robéchon et le camembert. Le camembert, donc un mélange de camembert et de brie, si Voilà, j'ai bien... mais c'est tous des noms où on peut pas, qui sont protégés. Alors. Et en termes de glace, alors, vous êtes concentré sur quoi comme type de glace? En glace, c'est que des crèmes glacées, c'est-à-dire à base de lait, parce que vu qu'on produit le lait, et on a 16 ou 17 parfums. Est-ce qu'il y a des projets d'agrandissement, d'évolution encore pour la ferme de la Garenne? Pas pour le moment, parce qu'il y aura le départ en retraite du père et comment évoluera la ferme, on laisse un peu tranquille pour le moment. Affaire à suivre. Alors merci Voilà. Mathias en tout cas pour votre accueil ici à la ferme. Merci à vous. Nous continuons notre découverte du village dans un incontournable direction la fonderie des cloches. C'est en 1510 qu'apparaît la première famille de fondeurs de cloches dans le village de Robécourt et en 1847 que l'atelier sera créé. Fermé en 1940, l'ancien site classé au monument historique est aujourd'hui un musée des cloches où il est possible de découvrir une fois par an le savoir-faire ancestral de la fonderie. Michel Barré, merci de nous accueillir ici à l'ancienne fonderie des cloches de Robécourt. Alors je le disais, 1510, la première famille de fondeurs de cloches ici. Et depuis, il y en a toujours eu. On comptera 13 familles de fondeurs au cours de l'histoire de la fonderie. Une histoire très importante ici pour le village de Robécourt avec un patrimoine. Oui, c'était énorme parce que d'une part, ça faisait vivre plusieurs familles d'ouvriers. Ça maintenait une industrie à Robécourt.
Et avec le chemin de fer, c'était une facilité pour expédier les cloches dans différentes régions du monde. Aujourd'hui, c'est une association qui gère ce musée, cet atelier. C'est une association qui a débuté en 1986 avec un certain balbutiement pendant plusieurs années. Et depuis 10 ans, il y a une équipe chapeautée, je dirais, par la commune qui a vraiment repris ça en main et ça s'est beaucoup amélioré. C'est important, ça permet de montrer ce qui se faisait avant aussi. Ça nous montre un savoir ancestral d'une part, et d'autre part, ça amène un certain tourisme à Robécourt. Et on peut être surpris quand on découvre le musée de l'authenticité encore, de la qualité de ces outils qu'on retrouve encore qui ne semblent pas avoir bougé. C'est la dernière fonderie de Lorraine. La dernière fonderie de Lorraine, bien sûr, oui. Il y a encore combien de fonderies en France aujourd'hui? 3 fonderies. Alors où est-ce qu'elles sont situées? Alors je disais Paccard, à Annecy, où c'est semi-industriel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cloches de sortie de ces ateliers. Il y a Villedieu-les-Poils, Bergamo, dont l'origine de la fonderie est quasiment la même que celle de Robécourt, due aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui ont amené un savoir, l'argent et le bronze, on va dire. Et autrement, il reste la fonderie Vauguelet à Strasbourg qui vient une fois par an couler les cloches et faire ça. Et ici, l'été. Alors, est-ce qu'on sait combien de cloches ont été coulées ici depuis le début? Alors, on en a répertorié 7300. En fait, on pense que c'est autour de 8000 parce qu'ils fabriquaient des petites cloches d'avance qui étaient destinées aux mairies, à des particuliers, aux colonies, mais des petites cloches de 20 à 40 kilos, pas plus. Et quelle est la plus petite cloche qui a été coulée ici alors? Elle était coulée pour un particulier qui s'appelait Girardin. Elle pesait 1,5 kg. Une petite cloche là. Une petite cloche. Et la plus grosse faisait tout près de 6 tonnes, c'est le bourdon de Thionville. En deuxième position, on a quand même une cloche qui est vosgienne. Le bourdon de Gérardmer, dans en les deuxième Vosges, position, qui pèse 4 tonnes. Lui. Quelle est la particularité des cloches de Robécourt? Est-ce qu'il y en a une? Je pense que non, mais ils ont amélioré leur tracé avec le temps. Et elles étaient très très bien finies, elles sont réputées, elles sonnent encore tout par le monde. Est-ce qu'on en a beaucoup dans les Vosges des cloches de Robécourt? Dans les Vosges, il y en a pas mal. Je crois que la région la plus importante en nombre de cloches, c'est la Meuse, parce qu'il y a eu des destructions de la guerre de 14. Alors comment ça se passe une coulée de cloches? Comment on fait pour avoir cette cloche? Quelles sont les grandes étapes peut-être? D'abord, pour fondre une cloche, il faut compter 1 mois. Alors les grandes étapes, on prépare déjà un noyau qui est en terre et qui servira à dessiner l'intérieur du contour de la cloche. Ensuite, on fabrique dessus un deuxième moule qui, lui, s'appellera la fausse cloche. Pourquoi la fausse cloche? Parce qu'elle aura, d'une part, ses décors. Elle ressemblera à une cloche comme si elle était finie, sauf qu'elle sera en terre et en cire. La troisième étape, c'est de refaire un troisième moule qu'on va appeler, lui, la chape, qui sera soulevée. On enlèvera la fausse cloche. On remettra la chape en place et c'est à l'intérieur, dans cet espace vide, qu'on va couler le bronze en fusion qui fabriquera la cloche. Un peu le système des poupées russes. C'est ça, tout à fait. Dans des fours très très grands. Ici, il y avait 3 fours. Il y en a un qui est complètement disparu parce qu'il était à l'extérieur. On en a un qui fait entre 3 et 4 tonnes et l'autre qui fait 12 tonnes. Est-ce qu'on vous apporte encore aujourd'hui ici au musée des outils, des cloches qui auraient été retrouvées dans des greniers par exemple? On a retrouvé beaucoup de modèles sur les greniers. Certains outils avaient disparu, on a réussi à les récupérer et la remettre en place comme ils étaient. C'est important de transmettre et de garder peut-être aussi l'authenticité de ce lieu. On voit que tout est resté dans son jus. Et puis surtout expliquer le savoir-faire. Et le public qui vient vous voir alors l'été quand vous faites les coulées de cloches, c'est plutôt des visiteurs, des curieux, des touristes? On trouve de tout. Et sont coulées uniquement des cloches pour les particuliers, pour les professionnels, pour des églises? Est-ce qu'il y a encore... Non, c'est souvent pour des particuliers, mis à part la cloche de Cornimont de 650 kg qui était coulée en 2015, qui était pour l'église de Cornimont. Alors il y a eu une cloche à Robécourt de coulée de 650 kg et une de près d'1 tonne à Cornimont sur le site même. À découvrir donc à Cornimont, pour ceux qui veulent aller la découvrir. 2 cloches à Cornimont à découvrir. Merci Michel pour cette belle découverte du patrimoine de Robécourt. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle commune vosgienne. À très bientôt.
Je savais que ça allait faire ça. Il m'arrive ici,